Bien le bonsoir, nous parlons de la menace terroriste s'il en est. 2 femmes arrêtées dans la banlieue de Dakar, un imam à Kaolack. Avec moi pour en parler sur ce plateau, l'analyste politique Babacar Justin Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un brin de sémantique, apologie du terrorisme. Eh bien alors, par quel bout prendre cette expression qui est un peu d'actualité en ce moment? Confucius nous a appris en substance qu'il faut s'entendre sur les mots pour éviter la guerre. C'est une façon de mettre en relief l'importance du vocabulaire dans des situations comme celle-ci. Alors, ma définition du terrorisme est la suivante. Le terrorisme est une orgie de violence par laquelle on cherche à atteindre des buts politiques. Oui. Alors, à partir de ce moment, bien entendu, c'est une source d'inquiétude pour toutes les sociétés qui sont soucieuses précisément de bien-être, de stabilité et de quiétude. Il ne faut pas faire l'apologie du terrorisme, ce serait démentiel comme démarche, mais il ne faut pas non plus se lancer dans un combat ultra sécuritaire contre le terrorisme, avec tout ce que cela implique comme risque de perversion et risque de dérapage. Nous aurons l'occasion de nous appesantir là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Par contre, je fais l'apologie du discernement. Autrement dit, dans le combat contre le terrorisme, alors il faut faire montre d'une grande sérénité, il faut faire montre d'une grande perspicacité. Un grand spécialiste du renseignement a dit que l'arme adéquate, l'arme efficace contre le terrorisme, c'est le renseignement de qualité venant à son heure. Le renseignement de qualité venant à son heure, c'est la meilleure arme contre le terrorisme. Malheureusement, dans les pays africains, qu'est-ce que je constate? C'est que les services de sécurité, les pouvoirs publics ont tendance à rouler les mécaniques, à parader, à discourir sur le terrorisme. Or, voilà un domaine où il faut éviter le vacarme. Il faut rechercher l'efficacité souterraine. Très bien. Alors pour rester avec cette expression apologie du terrorisme, alors comment éviter que cette expression apologie du terrorisme ne devienne pas un fourre-tout qui mettrait mal à l'aise ou qui exposerait même les prêcheurs, les imams notamment? Non seulement ça ne doit pas devenir un fourre-tout, mais ça ne doit pas être la trame d'un bréviaire. C'est-à-dire ça ne doit pas être le fil conducteur d'un credo. Je crois qu'on peut combattre le terrorisme, encore une fois, tout en évitant les discours torrentiels avec les dérapages verbaux que cela implique, y compris aussi les dérapages sur le terrain. Mais ce que vous voulez souligner et qui se lie en filigrane dans votre question, ce sont effectivement les risques tout azimuts de récupération. Effectivement, récupération de la part d'apprentis sorciers, récupération de la part de pêcheurs en eau trouble, mais récupération aussi de la part des pouvoirs publics, dans la mesure où le terrorisme a bon dos. Le terrorisme, bien entendu, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Boko Haram, dans ses œuvres démentielles, est lui-même démentiel. Mais parfois, on peut considérer que le terrorisme est du pain béni. Dans un pays comme le Cameroun, pour prendre cet exemple, avec un régime usé, avec un régime sclérosé comme celui de Paul Biya. Alors, aujourd'hui, le phénomène terroriste lui donne les coups de franche. On peut geler la démocratie, on peut congeler l'alternance, on multiplie les mesures draconiennes en matière de sécurité, état d'urgence, loi martiale, arrestation. Au moment où je vous parle, il y a un journaliste en langue Hausa qui est au trou depuis 3 mois. Même le bâtonnier de Yaoundé ne peut pas le voir. Alors donc, autant nous avons le devoir, l'obligation impérieuse, pour insister, l'obligation c'est déjà un impératif. Autant nous avons l'obligation impérieuse de lutter contre le terrorisme, autant aussi on doit avoir une démarche perspicace, empreinte de sérénité. Très bien. Alors pour précisément penser par rapport à ce risque qu'encourent les prêcheurs et les imams, comment est-ce qu'on devrait considérer cette expression apologie du terrorisme pour ne pas justement en faire un fourre-tout? Comment avoir des limites? Comment créer une délimitation justement? Jusqu'où est-ce qu'on peut parler d'apologie ou pas du terrorisme? Formidable. Vous savez, moi, je me méfie de certaines terminologies et de certaines formules consacrées. Tenez, la traque des biens mal acquis. Aujourd'hui, plus personne ne la revendique parce que la formulation, elle est particulièrement moche, elle est sévère. Alors, aujourd'hui aussi, on nous parle d'apologie du terrorisme. Alors, il faut faire attention. Vous savez, les mots ne sont pas neutres. Et puis, quand on revisite l'histoire, M. Diakité, alors on est plus ou moins enclin à être prudent. Moi, je constate
et c'est quelqu'un qui convoque l'histoire qui vous le répète. Je constate que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, il y a des agendas cachés qu'on nous dévoile progressivement. Le premier péril, c'était quoi? Le péril rouge, lutte contre le communisme. Oui. On a vu ce que ça a donné. Je ne dis pas que le communisme était merveilleux, mais au moins nous, Africains, dans notre combat libérateur des griffes du colonialisme, le communisme a été notre allié. Oui. Après ce premier péril, l'agenda nous sort quoi? L'agenda international nous sort quoi? Le péril jaune. Guerre du Vietnam, guerre de Corée. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'agenda international nous sort? Le péril vert, l'islamisme. Alors c'est ça qui est un peu navrant aussi dans ce type de combat. C'est-à-dire l'Afrique consomme. Hier, on nous prêtait des capitaux. Aujourd'hui, on nous prête des visions. Je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aime pas qu'on mène des combats d'emprunt ou des combats par procuration. Je suis pour l'autonomie de la décision africaine, même si, encore une fois, le terrorisme n'est pas une fiction, c'est une réalité. Absolument. Et dans ce cas, comment faire? Quelle démarche pour éviter que s'installe une psychose, en fait? Mais c'est dans le discours qu'on doit prendre les précautions oratoires forcément, mais aussi dans la démarche, on doit prendre des précautions techniques pour éviter précisément la psychose. Parce que la psychose, elle est la cousine de la paranoïa. Et là, on risque d'aller loin. De la psychose à la paranoïa, de la paranoïa à l'hystérie. Oui. Vous voyez que le terrain est complètement glissant. Alors donc, nous devons faire attention. Et le terrorisme est d'autant plus dangereux qu'il est quasi invincible. Oui. Même si sur le terrain... Invincible parce que imprévisible tout le temps, pratiquement. D'abord, il y a ça. Mais pour ça, il y a une parade. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arme la plus efficace contre le terrorisme, c'est le renseignement de qualité venant à son heure. Alors ça, C'est bien le problème. À son heure, c'est bien le problème. Oui, mais cela veut dire aussi que les services de renseignement, ce n'est pas une affaire de gesticulation, ce n'est pas une affaire d'effectifs. Il ne s'agit pas de recruter 10 000 policiers, 20 000 policiers, 40 000 policiers. Le renseignement n'a rien à voir avec les effectifs. Les effectifs, c'est une question de sécurité publique. Alors, si l'on s'arrête sur l'horloge, vous nous parlez là de prévention, de mesures préventives, mais permanentes. Bien entendu, le renseignement est par définition et par nature extrêmement préventif. Parce que là, vous lisez les intentions de l'ennemi et vous les contrecarrez. Absolument. D'ailleurs, c'est la définition du renseignement. Il faut avoir une intelligence qui permettent de lire les intentions de l'ennemi. Oui. Si vous lisez les intentions de l'ennemi, vous neutralisez l'ennemi à travers ces intentions qui sont bloquées. Mais je voulais dire tout à l'heure que le terrorisme était d'autant plus invincible que sur le plan militaire, il peut être vaincu, mais sur le plan politique, il peut gagner. Et c'est justement par rapport à votre question que nous devons faire attention. Oui. Vous prenez le cas de l'Algérie. Sur le plan militaire, les services de sécurité ont vaincu le fils, mais sur le plan politique, le fils a gagné. Parce qu'en retour, l'Algérie est bloquée. Quelque part. Le régime est en panne. Il connaît des fissures et des fêlures. Et puis, sur le plan économique aussi, ça ne marche plus. Oui. Et l'alliance qu'il y avait entre les services de sécurité et Bouteflika, cette alliance-là a pris du plomb dans l'aile. Alors, c'est donc dire que nous devons faire attention. Autant nous devons combattre le terrorisme avec beaucoup de vigueur et de rigueur, Oui. autant aussi nous devons avoir le sens élevé de la gouvernance démocratique. Justement, et vous savez que la démocratie est souvent mal outillée pour combattre le terrorisme. Parce que la démocratie aussi, elle a ses servitudes. En général, ce sont les dictatures qui sont mieux outillées pour combattre le terrorisme. Dans le champ politique, on se saisit très souvent, très vite de questions, même parfois très très sensibles, pas toujours pour plutôt l'intérêt général. Oui. Alors, comment faire pour justement contrecarrer toute forme d'instrumentalisation de ce phénomène, que ce soit de part et d'autre, enfin, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, parce que c'est une question de l'État également, la sécurisation du pays. Notamment de l'État. Parce que ce sont les pouvoirs publics qui ont en charge la sécurité du pays. L'opposition ne peut pas prendre en charge notre sécurité parce qu'elle est juste précisément dans l'opposition. Oui. Mais les pouvoirs publics qui ont la légitimité, parce qu'issus du suffrage universel, qui ont les instruments adéquats, police, gendarmerie, services de renseignement, etc., ce sont les pouvoirs publics qui sont forcément en première ligne. Mais les pouvoirs publics aussi doivent avoir le sens du discernement et justement, pour reprendre votre expression, faire l'apologie du discernement, pour mieux discerner. Parce qu'en vérité, Monsieur Diakité, le terrorisme a un terreau fertile qui s'appelle la pauvreté. On est dans un cercle plus ou moins vicieux. On nous dit il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Je suis d'accord, mais il ne peut pas y avoir de sécurité aussi sans développement. Parfaitement. La pauvreté, le déficit démocratique, le pillage de l'Afrique, les prix bas par rapport à nos matières premières. Si le président Senghor était vivant, il dirait la détérioration des termes de l'échange. Oui. Alors, autant de facteurs qui aggravent les situations dans notre continent. Et ces situations-là, lorsqu'elles sont aggravées, elles fertilisent la violence. Autrement dit, le plus grand
ou en tout cas l'engrais, le fertilisant le plus fort pour promouvoir le terrorisme, c'est la pauvreté. C'est pourquoi je crois que nous devons avoir une conception de la gouvernance non seulement démocratique, mais également performante. La meilleure façon de contrer le terrorisme, c'est de réaliser le développement. Très bien. Alors pour aller sur le terrain concrètement, nous allons parler de cet exemple de la Guinée-Conakry qui a lancé la réflexion autour de l'interdiction de la burqa, parce qu'on dit bien qu'une Kalachnikov peut être cachée sous cet habit ou même une ceinture explosive. Est-ce qu'on devrait au Sénégal penser, envisager en tout cas, de poser le débat au moins? Sur ce terrain, la Guinée a été devancée par le Tchad. Là-bas, non seulement on interdit ce type d'accoutrement, mais également on interdit les vitres teintées. Oui. Alors, c'est une façon de dire que les services de sécurité sont confrontés à un casse-tête. Donc, c'est tout à fait normal que les services de sécurité prennent des mesures, y compris des mesures très poussées contre le danger. D'autant plus que le danger est réel. Je vous dis que Boko Haram, dans ses œuvres, est démentiel. Donc, je comprends que la riposte aussi, elle ne doit pas être démentielle, mais la riposte doit être à la hauteur du danger. C'est la raison pour laquelle on prend une batterie de mesures. Mais il va sans dire que ce n'est pas facile, parce que nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs, nous avons nos réalités, nous avons nos religions. Alors, il y a une certaine façon de s'habiller qu'il n'est pas facile de changer du jour au lendemain. On ne peut pas demander à grand-mère de porter une courte robe. Absolument. Grand-mère est obligée de porter un grand boubou. Alors, autant de choses qui font que c'est très difficile, mais il faut faire avec. Alors, c'est fort intéressant, mais nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien. Tout ce que je voudrais ajouter, si possible, en 2 minutes, c'est que nous, au Sénégal, nous avons des remparts endogènes. Nous avons des confréries qui ne sont pas peut-être des barrages étanches contre le terrorisme, mais qui sont également des forces de stabilisation. C'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, on a été à l'abri d'un certain nombre de secousses. Donc, il va falloir de toute manière les impliquer dans cette forme de lutte, ou en tout cas de prévention du terrorisme. Ah oui, vous savez, le combat contre le terrorisme est un combat d'ensemble. Je crois que tous les segments de la population doivent être mobilisés, y compris les segments confrériques. Merci beaucoup, Ndiaye Babacar Justin, analyste politique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un peu moins de 2 heures pour votre rendez-vous du vendredi, le Dakar Lobby. Excellente soirée, au revoir.